On est au cœur du 5e siècle avant notre ère. Dans le monde grec, une cité, une seule, est sur le point de complètement changer les règles du jeu. C'est Athènes. Fraîchement sortie victorieuse des guerres contre les Perses, elle va prendre une alliance qui était née pour garantir la liberté et la transformer en un formidable outil de domination. C'est cette histoire, cette métamorphose fascinante et brutale que l'on va décortiquer ensemble. La question qui va nous servir de fil rouge est donc la suivante, mais comment Athènes a-t-elle réussi ce tour de force ? Quels sont les mécanismes qui ont permis à une ligue de cités, au départ égale, de devenir un véritable empire ? Un empire qui va financer non seulement son fameux âge d'or culturel, mais aussi, et c'est crucial, sa propre démocratie. Allez, on plonge dans cette mécanique complexe. Pour y voir clair, on va suivre un parcours en 4 étapes. On commencera par la création de la Ligue de Délos, cette union qui, sur le papier, était volontaire. Puis, on verra comment elle s'est transformée en empire. Ensuite, on analysera les outils très concrets de cette domination. Et on terminera sur l'héritage pour le moins complexe de cette période. Un héritage fait de splendeur culturelle, oui, mais aussi d'oppression politique. Alors, tout commence juste après les guerres médiques. La menace perse est repoussée, c'est vrai, mais elle plane toujours. Dans toute la mer Égée, les cités grecques se disent qu'il faut s'unir pour se défendre. Et c'est dans ce climat un peu fébrile qu'émerge une toute nouvelle alliance fondée sur un bel idéal de coopération. Pour bien comprendre la suite, il y a un concept qui est absolument clé. C'est celui de thalassocratie. En gros, le pouvoir d'Athènes repose entièrement sur sa flotte, c'est son arme absolue. Et pendant que sa grande rivale, Sparte, une puissance terrestre, préfère se replier sur ses affaires dans le Péloponnèse, eh bien Athènes, elle, a le champ libre. La mer est son royaume, et elle compte bien en profiter pour asseoir sa domination. Notre histoire, elle se déroule sur une période d'à peu près 50 ans. Les Grecs de l'époque l'appelaient la Pantée-Cantéétie. Ça démarre en 478 avec la fameuse fondation de la Ligue de Délos et ça se termine en 431 avec le début de la terrible guerre du Péloponnèse, ce conflit qui va absolument tout changer. Et entre ces deux dates, il y a des succès militaires éclatants, comme la victoire de l'Eurymédon, qui vont consolider le prestige et la puissance d'Athènes. Sur le papier, franchement, la Ligue de Délos a tout d'une alliance militaire idéale, une symmachie comme on dit. L'objectif est clair, la défense commune contre les Perses. En théorie, tout le monde est égal, chaque cité a une voix. Pour la contribution, on a le choix. Soit on fournit des navires de guerre, les fameuses trières, soit on paye un impôt, le phoros, qui va dans un trésor commun. Et ce trésor, il est gardé sur l'île sacrée de Délos, un lieu neutre. Tout semble parfait, sauf, regardez bien le dernier point. Dès le départ, qui a le commandement militaire et qui gère le trésor ? Athènes. C'est le petit détail qui va tout changer. Le ver est dans le fruit. Et c'est précisément ici que notre histoire bascule. L'idéal d'une alliance d'égaux, eh bien, il va voler en éclats. Petit à petit, il va laisser la place à une réalité beaucoup plus brutale, celle d'un empire. Et ça n'a pas traîné. Très vite, des cités comme Naxos ou Tassos se disent que, bon, la menace perse est écartée, elles aimeraient bien quitter la Ligue. La réaction d'Athènes, elle est immédiate, et elle est d'une violence inouïe. Athènes refuse net leur départ, assiège les villes rebelles et les force à rester dans l'alliance en leur confisquant même leurs navires. Le message est on ne peut plus clair. De la Ligue de Délos, on ne sort pas. Et puis arrive cette date, 453 avant notre ère. Retenez-la bien. C'est le point de non-retour. L'acte qui va, en quelque sorte, officialiser la naissance de l'Empire. Athènes décide, toute seule, de son côté, de prendre le trésor commun sur l'île neutre de Délos et de le ramener chez elle, sur l'Acropole. C'est un coup de force absolument spectaculaire. À partir de ce moment, l'argent des alliés devient, de fait, l'argent d'Athènes. Et cet argent, il ne va plus seulement servir à la défense commune, non. Il va servir à payer les grands travaux de Périclès et le mistos, cette indemnité qui permet même aux citoyens les plus pauvres de participer à la vie politique. L'alliance est bel et bien morte. Vive l'Empire. Et ce ne sont pas des analyses modernes. L'historien de l'époque, Thucydide, qui est notre meilleure source sur la période, n'hésite pas une seconde. Il qualifie le pouvoir d'Athènes de tyrannie. Le mot est extrêmement fort et il nous dit bien comment les autres Grecs percevaient la situation. L'hégémonie athénienne n'est plus du tout une affaire de consentement, c'est une affaire de soumission. D'ailleurs, il faut savoir que les Grecs n'avaient pas de mots qui correspondraient exactement à notre empire. Alors pour décrire cette nouvelle réalité, Thucydide, il utilise le terme « arché ». Ça veut dire le commandement, l'autorité, la domination. Et c'est exactement ça qu'il décrit. Une structure de domination impérialiste où une seule cité en contrôle des centaines d'autres. Bien, maintenant qu'on a vu comment l'Empire est né, passons aux aspects pratiques. Comment Athènes faisait, au quotidien, pour maintenir son emprise sur un territoire aussi vaste ? Quels étaient les instruments concrets de son arché ?
Eh bien, l'ingérence était totale, systématique. Athènes se mêlait des affaires de ses alliés en permanence. Elle limitait leur autonomie judiciaire avec des décrets, comme celui de Chalcis. Elle imposait sa monnaie, ses poids, ses mesures, pour créer un grand marché unique à son seul profit. Et bien sûr, elle installait des garnisons militaires un peu partout. Pour les cités, la souveraineté n'était plus qu'un lointain souvenir. Et il y a un outil qui illustre parfaitement cette méthode, les clérouques. Attention, ce ne sont pas de simples colons. Ce sont des citoyens athéniens qui restent citoyens d'Athènes à part entière, mais à qui on donne des terres qu'on a confisquées aux alliés. En fait, ils agissaient comme une sorte de force d'occupation permanente. C'étaient les yeux et les oreilles d'Athènes, installés au cœur même des territoires soumis. Et l'ampleur du phénomène est assez frappante. Juste avant le début de la guerre du Péloponnèse, on estime qu'il y avait à peu près 9000 clérouques. Rapporté aux 50 000 citoyens athéniens de l'époque, ça veut dire que près d'un citoyen sur 5 vivait en fait sur les terres des alliés pour assurer le contrôle de l'Empire. On est face à une politique de colonisation vraiment systématique. Mais attention, ce tableau, qui est très sombre, doit quand même être nuancé. Parce que cette domination, elle a eu des conséquences qui ne sont pas toutes négatives, loin de là. Et c'est ça qui fait tout l'héritage paradoxal de l'Empire athénien. Le point le plus spectaculaire, c'est évidemment celui-là. Le siècle de Périclès, la construction du Parthénon, l'épanouissement du théâtre, de la philosophie, tout ça, ça a un coût. Et ce coût, il a été très, très largement couvert par le Phoros, ce tribut versé de force par les alliés. Il faut bien avoir ça en tête. La splendeur d'Athènes, elle est bâtie sur la soumission de son empire. Il faut donc vraiment voir les deux faces de la médaille. Pour les cités alliées, le coût est immense. Un tribut qui n'arrête pas d'augmenter, la perte totale de leur autonomie et une répression féroce à la moindre contestation. Mais il y avait aussi des avantages objectifs. La flotte athénienne, par exemple, assurait une sécurité totale en mer Égée, ce qui a complètement éliminé la piraterie et favorisé un commerce florissant pour tout le monde. Sauf qu'à la fin, le coût est devenu tout simplement insupportable. Le ressentiment des cités soumises qui n'en pouvaient plus, ajouté à la peur panique de Sparte face à cette puissance devenue hégémonique, eh bien ce cocktail explosif a mené tout droit à la catastrophe. L'Empire athénien, par sa nature même, a rendu la guerre du Péloponnèse inévitable. Et c'est ce conflit qui mettra un point final à son âge d'or. Et on termine avec cette question, une question qui résonne encore très fort aujourd'hui. Le Parthénon, les pièces de Sophocle, la démocratie athénienne elle-même, tout ça a été en grande partie financé par une domination impériale, par la force. Alors, est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce que la splendeur d'une civilisation peut, en quelque sorte, absoudre les méthodes violentes de sa construction? La question évidemment reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse.